Bonsoir et bienvenue pour notre live en clair, comme convenu. Alors, je me trouve au commissariat de Valenciennes, en bonne compagnie avec Guillaume, le chef de circonscription. Bonsoir Guillaume. Et Mélanie, qui est au sein de l'unité de police secours jour, pour vous parler des refus d'obtempérer et des rodéos. Alors, pourquoi nous avons décidé de vous parler de cela? C'est parce que, même s'il y a une certaine stabilité des chiffres, puisqu'environ en 2021, on a eu 14 000, un peu plus de 14 200 refus d'obtempérer à déplorer. Le chiffre reste stable encore cette année, mais parfois, il y a des conséquences dramatiques sur ce type d'infraction, et il nous a semblé important de vous en parler. Alors, Valenciennes, parce qu'il y a déjà quelques semaines, à Anzin, il y a un collègue qui a été blessé ici. D'ailleurs, je peux vous donner des nouvelles puisque j'ai appris par Guillaume tout à l'heure qu'il allait bien, et c'est tant mieux, qui a été blessé lors d'un refus d'obtempérer il y a quelques semaines. Et puis cette nuit, évidemment, à Grenoble, il y a eu des collègues qui ont essuyé des tirs d'armes à feu suite à un refus d'obtempérer. Donc autant vous dire que c'est un sujet d'actualité, d'autant que la police nationale, régulièrement et quotidiennement, a à vivre ces refus d'obtempérer et à intervenir pour ce type d'infraction, qui comprennent également les rodéos, mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure avec Guillaume et Mélanie. Donc, pour vous donner une définition du refus d'obtempérer, qu'est-ce qu'un refus d'obtempérer? Eh bien, c'est tout simplement le fait de ne pas s'arrêter aux injonctions de la police, avec des policiers qui sont en uniforme et qui demandent de s'arrêter, et ne pas s'arrêter de manière sciemment, c'est-à-dire être conscient de ne pas s'arrêter à leurs injonctions. Donc voilà, pour vous situer les choses, je vous ai dit 14 500 refus d'obtempérer l'année dernière. Depuis le début de l'année, on est déjà un peu plus de 8 000, mais les chiffres ne sont pas encore consolidés. On a à intervenir, et parfois avec l'usage des armes, qui est strictement encadré par le fameux article L435-1 du Code de sécurité intérieure, qui nous permet d'intervenir lorsque il y a un grave danger imminent en proportionnalité, c'est-à-dire un danger pour soi-même, pour autrui, pour les usagers de la voie publique et également pour les passagers des véhicules en question. Donc c'est extrêmement encadré par la loi, et on parle d'usage de l'arme dans ces conditions, qui est assez minime puisque nous avons environ 157, c'est pas environ, c'est précisément 157 l'année dernière, usage de l'arme sur des refus d'obtempérer, qui représentent sur moins d'1% des 2,5 millions d'interventions auxquelles nous avons à faire face en tant que policiers par an. Donc, Guillaume, je me tourne vers toi d'ores et déjà pour savoir si toi, dans ta circonscription, tu as remarqué une tendance à la hausse ou à la diminution des refus d'obtempérer. Je voudrais également peut-être qu'on revienne, parce que c'est peut-être pas forcément très clair pour tout le monde, à la différence entre un refus d'obtempérer et un rodéo. Est-ce que tu peux nous le préciser de manière à éclairer tout le monde ? Oui, donc alors pour distinguer dans un premier temps les éléments constitutifs de l'un et de l'autre, bon, tu as rappelé la définition de ce qu'était un refus d'obtempérer. Pour ce qui est des rodéos, il faut quatre éléments cumulatifs et qui sont vraiment cumulatifs. On peut pas en exclure là. C'est peut-être bête de le rappeler, mais il faut d'abord un véhicule avant toute chose. Ça paraît évident, mais encore une fois, faut-il le dire. Deuxième chose, avoir des manœuvres qui violent délibérément des obligations de sécurité établies par la loi, des infractions, autrement dit routières, et enfin, il faut compromettre la vie des usagers de la route qui partagent l'espace public sur lequel le rodéo se commet. Pour la deuxième question qui concerne la tendance valenciennoise, on est plutôt sur une tendance favorable, dans la mesure où en 2021, on avait eu à enregistrer 247 procédures de refus d'obtempérer, et on est sur les 8 mois écoulés, donc l'année n'est pas terminée, mais on est à 123 procédures, ce qui quand même est symptomatique d'une tendance plutôt favorable en ce qui nous concerne. Très bien. Donc, tu mets en place une stratégie particulière, je crois savoir, pour les rodéos particulièrement. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus?
Et après, tu nous expliques que les refus d'obtempérer sont plutôt à la baisse, en fait, finalement, chez toi, particulièrement. Et on va avoir le témoignage de Mélanie, d'ailleurs, qui va nous dire comment elle vit cela sur le terrain et ce qu'elle ressent, justement, en cas de contrôle. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la stratégie que tu as mise en œuvre ici, à Valenciennes, concernant les rodéos, qui sont tout aussi dangereux également pour les citoyens et causant un trouble à l'ordre public d'une manière générale? Donc pour mettre en place cette stratégie, on part évidemment du postulat qu'on essaie de traiter au mieux en mettant en danger le moins possible toutes les personnes impliquées. Quand je dis les personnes impliquées, c'est les usagers de la route évidemment, c'est les fonctionnaires de police aussi, et celui-là même qu'on serait en train de poursuivre pour mettre un terme aux infractions qu'il commet. Et partant de ce postulat, on a décidé qu'il était peut-être plus aisé, et on a cherché à réfléchir, à judiciariser au maximum les choses. Ce qui dans l'esprit fait qu'on ne cherche pas à interpeller dans l'immédiateté et l'instantanéité l'individu, et on essaie plutôt de le mettre hors d'état de nuire a posteriori le plus rapidement possible. Et pour ce faire, il faut récolter les éléments qui à la fois caractérisent l'infraction pour qu'il n'y ait pas de place au débat quant à la pleine commission pénale dans son entendu pénal des choses, et puis également de pouvoir le plus, je dirais, proprement, en toute sécurité, interpeller l'individu, et donc il faut pour cela l'identifier également. La raison pour laquelle on s'appuie beaucoup sur les moyens vidéo, alors ils sont multiples, ça peut être les caméras piétons, ça peut être des caméras qu'on embarque volontairement dans les équipages, les vidéoprotections des villes avec lesquelles on bénéficie de cette chance d'avoir une densité assez conséquente de vidéos qui sont un véritable atout pour atteindre nos objectifs. Et on a éprouvé cet été à plusieurs reprises le week-end l'utilisation des moyens aériens, avec notamment un hélicoptère, qui a eu, à mon sens, à la fois pour effet, une fois qu'on a répété son intervention, d'être particulièrement dissuasif. On voyait un peu sur les réseaux sociaux que les jeunes individus se disaient encore l'hélicoptère ce week-end. Et on embarquait à l'intérieur de l'hélicoptère un fonctionnaire de police qui constatait les infractions, les retranscrivait par procès-verbal, et on arrivait plutôt quand même, ça ne marchait pas 100% à chaque fois, mais on a quand même réussi à la fois interpeller sur l'instant en toute sécurité, en projetant et en faisant suivre les effectifs au sol, l'hélicoptère, jusqu'au terme du rodéo, et encore une fois, sans compromettre la sécurité de qui que ce soit. Et on a plutôt réussi aussi, puisque quand c'est un refus d'obtempérer, on peut avoir cumulation de l'infraction rodéo et refus d'obtempérer. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Et on arrivait également, dans le cadre des dispositions du rodéo, à récupérer et à confisquer un certain nombre de motos. Merci Guillaume. Donc je vois une véritable enquête judiciaire qui est faite si l'auteur n'est pas interpellé immédiatement lors du rodéo, avec des moyens assez considérables, les caméras piétons, les moyens aériens et la surveillance des réseaux sociaux. Bref, une enquête aussi classique qui vient, et puis aussi peut-être sur les parties communes, le fait de pouvoir retrouver des lieux de stockage par exemple. Et un travail avec les municipalités, les élus et les polices municipales, c'est-à-dire qu'on prévenait en amont les municipalités des actions qu'on allait mener pour le faire savoir. Et on s'appuyait également sur les informations récoltées par les polices municipales, parce qu'au travers de la judiciarisation dont je parlais, eux aussi sont à l'origine de rapports, de constatation d'infractions et de caractérisation et de reconnaissance des individus qui nous sont très utiles pour travailler judiciairement avec le parquet. Ok, merci Guillaume. Alors je me retourne vers Mélanie. N'oubliez pas de poser vos questions, surtout je vois qu'elles commencent à apparaître d'ores et déjà, donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions, on est là justement pour ça. Mélanie, au vu de ce qu'a dit Guillaume, il y a une stratégie qui est mise en place en termes de rodéo. Je voudrais qu'on reparle un petit peu des refus d'obtempérer, parce que c'est le cœur de votre intervention à vous, sur le terrain, au quotidien. Et est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous ressentez justement, quel est le degré de vigilance que vous avez, si vous ressentez sur le terrain une progression de la violence vis-à-vis des refus d'obtempérer ou pas? Dites-moi votre sentiment là-dessus. Donc oui, effectivement, hein, comme vous l'avez dit, en fait, sur chaque contrôle,
Il faut faire preuve de vigilance parce que, comme on dit toujours, hein, nous, on sait comment on va agir. Les auteurs de refus d'obtempérer, eux, ils savent avant nous s'ils vont s'arrêter ou pas. Donc c'est pour ça qu'il faut bien mettre en place notre contrôle routier, que ce soit à pied ou que ce soit en voiture. Donc à pied, c'est le porteur du chasse-juble, les gestes réglementaires, le sifflet pour bien faire comprendre au véhicule qu'il faut s'arrêter. Et à nous aussi de nous placer efficacement pour que l'on puisse se donner un échappatoire si effectivement le véhicule n'a pas décidé de s'arrêter. Parce qu'effectivement, ça nous arrive. Ensuite, en refus d'obtempérer pour la voiture, c'est pareil. Hein, on est en voiture, on met le gyro, 2 tons, et puis après, à voir si le véhicule s'arrête ou pas, et de prendre la décision de continuer ou d'arrêter la chasse. Merci Mélanie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, un de vos vécus en matière de refus d'obtempérer? J'imagine que vous en avez vécu plusieurs. Un qui vous a plus marqué qu'un autre, par exemple? Oui, effectivement. Hein, donc, ça s'est passé cet été, hein, pas plus loin. En plus, je suis mère d'enfants, donc en fin de compte, on fait un contrôle banal. Hein, on met le gyro, 2 tons, le véhicule se stationne. On était 2 dans la voiture. Mon chauffeur va au contact du chauffeur du véhicule et moi, je fais le tour. C'est la procédure police. Donc, je me mets au niveau de la passagère et je m'aperçois que derrière, il y a 4 enfants de bas âge, 2 ans et 5 ans, qui ne sont pas attachés dans la voiture et qui vivent forcément, il n'y avait pas de place puisque c'est 3 places derrière. Donc on commence à lui dire d'enlever les clés du véhicule. La passagère arrache les clés. Elle monte en pression le contrôle. Les enfants apeurés derrière de voir les parents se chamailler. Au bout d'un moment, on dit à la dame, de toute façon, vous allez descendre, elle habitait pas loin, vous reprenez les enfants, il est hors de question que vous repartiez en voiture avec les enfants. Et en plus, on apprend que le chauffeur est en défaut de permis de conduire. Donc ce qui se passe, c'est que la nana elle a compris qu'elle allait pas repartir. Elle redonne les clés à son conjoint. Le conjoint en redémarre, percute notre voiture. On a beau essayer d'attraper les clés, rien à faire. Le monsieur, il reprend la fuite. Donc après, police, et puis voilà, on a envie d'attraper. Donc je dis à mon chauffeur, remonte dans la voiture, on va les poursuivre. Sauf que ça a duré 50 mètres, pour vrai dire, parce qu'en fin de compte, je repense aux 4 enfants qui sont dans la voiture, pas attachés, apeurés déjà de la situation. Le mec, il remonte le boulevard en prenant tous les risques. Donc j'avais assez d'informations, non seulement avec les caméras piétons, puisque la scène avait été filmée, les caméras de la ville et l'identité de l'auteur. Donc j'ai dit, tant pis, c'est pas grave, on va lâcher pour la sécurité de tous et il sera fait en préliminaire. Et effectivement, quand je suis rentrée au poste, je suis allée voir l'officier qui l'a convoqué ultérieurement et ça a été fait aussi bien que si je l'avais fait sur la voie publique, quoi. Donc, c'est intéressant ce que vous dites parce que votre témoignage est riche à la fois sur les méthodes qu'on utilise pour faire le contrôle d'identité avec cette fameuse triangulation des collègues qui sont autour du véhicule de manière à pouvoir intervenir en sécurité et en même temps le discernement dont vous avez fait preuve pour juger si dans ce cas d'espèce vous pouviez ou pas poursuivre. Alors, c'est effectivement très intéressant. Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez, au quotidien, vous pensez à la dangerosité que peut revêtir ce type d'intervention et notamment les refus d'obtempérer au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qui vous hante, auquel vous pensez régulièrement? Oui, effectivement. Sur chaque intervention, en fait, on met la vie des gens en danger, ainsi que la nôtre. Donc, il faut faire preuve à chaque fois de discernement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller les chercher ou est-ce qu'on peut les faire un peu plus tard? Après, comme je dis, un bon flic, c'est un flic qui rentre chez lui. Donc, moi, je pense aux répercussions qu'on peut avoir, non seulement dans notre vie personnelle, mais moi, je suis pas rentrée dans la police pour créer un accident, qu'il y a une victime à côté. Je m'en voudrais autant que... Donc, voilà. Donc, effectivement, chaque intervention, faut faire preuve de discernement. Est-ce que c'est vraiment utile d'aller chercher? Est-ce que j'ai pas assez d'informations? Il sera fait demain. Je préfère le faire demain plutôt que de me dire, en fin de compte, il a percuté de mémé au bout de la rue, quoi. Alors, comme nous avons que 20 minutes environ à rester ensemble, on va prendre déjà les premières questions. Alors, première question qui rentre bien, d'ailleurs qui est assez intéressante et qui rentre bien dans le vif du sujet. Quel est le rapport entre les refus d'obtempérer et les rodéos et pourquoi il y a cette distinction? Existe-t-il cette distinction? Alors, on en a parlé quand on a défini. Alors, je vous rappelle juste la définition pour que la distinction soit très claire pour vous. Un refus d'obtempérer, c'est le fait de ne pas s'arrêter
aux injonctions d'un policier. Et un rodéo, c'est le fait de commettre de manière répétée plusieurs infractions au code de la route avec un véhicule terrestre à moteur, comme on dit dans notre jargon, donc avec une voiture tout simplement. Voilà cette distinction. Ceci dit, tous les deux sont des délits qui sont réprimés et en fonction des circonstances dans lesquelles ils se passent, ils peuvent être plus ou moins réprimés par la loi. J'y ai répondu donc, je vais laisser mes autres interlocuteurs répondre. Deuxième question assez intéressante et qui était tout à fait d'actualité parce que il y a eu beaucoup de discussions sur cette fameuse méthode tampon. Pourquoi ne pas utiliser la méthode tampon, c'est-à-dire le tamponnage des véhicules qui commettent ces infractions au code de la route? Guillaume, est-ce que tu veux répondre? La réponse est dans la question, ça n'est pas une méthode. Voilà, c'est tout simplement ça. Ça n'est pas quelque chose de défini pour lequel les choses sont entendues. Voilà, je pense que le mot méthode résume à lui seul ce que l'on veut y voir. Une méthode, ça voudrait dire qu'on pourrait la systématiser. Ça n'est absolument pas le cas. Donc, à quelques exceptions où les circonstances de temps, de lieu et d'événements pourraient à un moment donné conduire un véhicule de police à toucher un véhicule poursuivi, pourquoi pas, mais ça reste exceptionnel. Ça s'explique encore une fois par des nécessités liées à des circonstances particulières et en aucune manière il s'agit d'une méthode qu'on pourrait répéter à l'infini à chaque fois qu'on constate un refus d'obtempérer. Et qui plus est, cette méthode, je la trouve particulièrement dangereuse. Comme Mélanie l'a dit, ça expose à des risques le poursuivi. Ça expose les policiers à des risques d'accidentologie qui peuvent être lourds de conséquences et ça expose à des dommages collatéraux qui sont toujours très déplorables. Merci Guillaume. Alors il y a une autre question peut-être plus pour vous Mélanie qui est intéressante sur la formation des policiers. Alors quelle est la formation des policiers pour l'usage de l'arme? Alors peut-être qu'on peut parler de la formation initiale mais aussi de la formation que vous avez en continu et qu'on a tous d'ailleurs en continu. Et est-ce que vous faites des exercices sur les refus d'obtempérer en école par exemple? Merci. C'est pas si loin que ça. Elle est gentille. Du coup, donc la formation initiale, hein, c'est très simple. La formation gardien de la paix, c'est 12 mois. Donc pendant ces 12 mois, on travaille beaucoup avec l'arme, avec, je ne sais plus, c'est 1 tir ou 2 tirs par semaine. Mais quoi qu'il en soit, on apprend le mécanisme de l'arme, tout ce qui est accident de tir, tout ça. On voit vraiment, ça nous familiarise beaucoup avec l'arme. En sortant de la formation, on n'a pas forcément l'appréhension d'avoir une arme à la ceinture. Donc après, en formation continue, maintenant, on a 3 tirs de 30 cartouches par an. Donc avec des mises en situation. Alors avant, c'est vrai que c'était plutôt du tir, je me mets debout, j'aligne la visée et je tire. Bon, maintenant, ils nous font des trucs un peu plus réalistes avec des mises en situation, soit un peu faire monter le cardio ou des trucs qui font qu'on a un peu de stress. Des parcours stress. Ouais, des parcours, voilà. Donc ça met le tir un peu plus réaliste. Et beaucoup de tirs de riposte aussi avec l'actualité. Et des exercices de mise en situation. Oui, des exercices de mise en situation. Donc à l'école, vous m'avez dit, sur le refus d'obtempérer. On n'en voit pas forcément beaucoup. Après, moi, malgré que ce soit très proche, on en parlait un petit peu moins quand même. Mais je ne me souviens pas d'en avoir fait énormément. Maintenant, on nous dit bien comment contrôler quand on sort d'un véhicule, comment faire pour éviter justement... après, voilà, si on a un doute, il nous explique qu'il faut bien se mettre devant la voiture. Maintenant, on ne fait pas partir un collègue sur une cour et puis faire un refus d'obtempérer sur la cour d'une école. Donc, OK pour la formation. Alors, on a une autre question qui est peut-être un peu redondante. On en a déjà parlé, mais je vais en parler tout de suite. Que se passe-t-il si l'individu arrive à fuir? Eh bien, c'est exactement ce que disait Guillaume tout à l'heure. S'il arrive à fuir et que Mélanie, sur le terrain, et ses collègues ont réussi à obtenir suffisamment d'éléments
plaque d'immatriculation, le portrait en fait physique du conducteur, parce qu'évidemment le titulaire de la carte grise n'est pas forcément l'auteur du refus d'obtempérer, donc avoir un signalement de l'auteur, plus les caméras de vidéosurveillance, plus le fait de pouvoir suivre le véhicule en question, donne tout un tas d'indices et d'éléments de preuve qui vont être mis au sein d'une procédure judiciaire, donc qui est un petit peu plus longue et qui est au long cours, qui ne se fait pas dans l'instantanéité du flagrant délit et du refus d'obtempérer, mais qui pour autant permet, dans un grand nombre de cas, de retrouver l'auteur. Voilà comment ça se passe concrètement dans nos commissariats. Alors je vais passer du coup à une autre question. Quelles sont les responsabilités pour les personnes passagères? Je ne sais pas si un de vous deux qui veut répondre. Guillaume peut-être? Alors la complicité n'est pas toujours prévue pour toutes les infractions. Et pour un rodéo, par exemple, la complicité n'est pas prévue. Et si c'est un rodéo qui est en véhicule. Par contre, on peut toujours reprocher à un passager d'un véhicule, par exemple, d'être le complice, d'avoir volontairement, en connaissance de cause, prêté son propre véhicule à un conducteur chauffard qui n'est pas titulaire du permis de conduire. C'est-à-dire que là, sa responsabilité pourra être engagée si nous faisons la démonstration que c'était en parfaite connaissance de cause qu'il a fourni le moyen à l'individu en sachant qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire. Oui, tout à fait. Et sans compter aussi que les passagers peuvent aussi être victimes et avoir des conséquences très lourdes pour eux. Il peut y avoir des conséquences très lourdes. Alors, on va prendre d'autres questions. Pourquoi y a-t-il systématiquement garde à vue pour les policiers qui sont auteurs de tirs sur le refus d'obtempérer? Alors, c'est une très bonne question. Je vais juste en parler un petit peu. Peut-être que Guillaume ou Mélanie, vous voudrez rebondir sur ce que je dis. En fait, il y a systématiquement garde à vue parce qu'il y a systématiquement enquête sur les circonstances du refus d'obtempérer et donc de l'usage de l'arme. Déjà, on signale systématiquement lorsque l'on fait usage de son arme, bien évidemment, et ensuite il y a enquête pour déterminer les conditions, si on était bien en cas de légitime défense ou dans le cadre de ce fameux article que je vous ai cité du Code de sécurité intérieure, dans une proportionnalité et un danger imminent pour sa sécurité, la sécurité de ses collègues, la sécurité d'autrui ou la sécurité de tiers sur la voie publique. Voilà pourquoi il y a régulièrement des gardes à vue, de manière à ce que les policiers puissent être, pendant cette enquête, mis à disposition, comme on dit, de la justice. En général, les enquêtes sont faites par l'inspection générale de la police nationale. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, Guillaume? Et on voit toujours ça, c'est compliqué à faire comprendre comme une mesure punitive, mais c'est aussi permettre aux policiers d'exercer ses droits, et en l'espèce d'avoir tout de suite, dès le début de la procédure, outre ce que tu as rappelé pour les enquêtes, d'avoir accès à un avocat et d'être défendu également, immédiatement, au même titre que le mis en cause. Tout à fait. Alors, autre question que l'on retrouve très régulièrement à travers les médias, pourquoi ne pas tirer sur les pneus? Voilà, très clairement. Mélanie, est-ce que vous voulez répondre à cela? Pourquoi ne pas tirer sur les pneus? Tirer sur les pneus sur un véhicule en mouvement. Alors, je sais que je tire très bien, mais la cible est quand même en mouvement et assez petite. Ensuite, je suis pas sûre que les cartouches, la balle va crever le pneumatique. Donc non, c'est hors de question de tirer sur le pneu. En plus, après, il y a perte forcément de la voiture, donc de la trajectoire. Donc non, c'est prohibé. Alors déjà, effectivement, on n'est pas tireur de précision, mais au-delà de ça, en fait, on ne tire que parce qu'il y a danger imminent pour la personne et non pas pour arrêter un véhicule. C'est pour arrêter un véhicule parce qu'il y a danger pour soi-même. Donc on ne tire pas dans les pneus très régulièrement, ça ne se fait pas comme ça en réalité. Alors, autre question, que risque-t-on en cas de refus d'obtempérer pensez-vous que les sanctions sont trop faibles ? Alors moi, je vais parler de ce que je connais actuellement et de la politique pénale locale. Je la trouve plutôt très volontariste, plutôt ferme, et tant dans ce que le parquet va souhaiter poursuivre, et tant dans ce que les juges du siège vont prononcer. Systématiquement, je reviens sur les rodéos, on a vraiment une confiscation des véhicules qui est systématique. On a des mesures complémentaires à des peines pénales qui sont quand même déjà conséquentes, avec des suspensions
suspension quand même de longue durée pour les permis de conduire. Voilà, donc on risque au-delà de mettre en danger un peu de monde sur la route, on risque quand même des sanctions, encore une fois que j'estime plutôt fermes en termes de politique pénale locale. Je rappelle qu'un refus d'obtempérer, c'est un délit qui est punissable d'emprisonnement et qu'en fonction des circonstances, évidemment, la peine maximale peut évoluer très lourdement. Alors, on a une question à laquelle je vais répondre. Peut-on faire de la prévention? Alors oui, bien sûr, la police nationale fait de la prévention. Je rappelle que nous sommes en charge également de la prévention routière et nous formons environ 25 000 élèves par an sur la prévention routière et notamment à travers des permis piétons, des permis routiers et les jeunes entendent parler évidemment de prévention à cette occasion. Et ça, c'est vraiment une des missions aussi de la police nationale. On n'est pas que dans la répression, on est également dans la prévention. Alors, une autre question, parce que le temps file et nous n'avons pas énormément de temps. Peut-on recourir à l'utilisation d'un hélicoptère pour intervenir sur un refus d'obtempérer? Alors justement, tu en parlais tout à l'heure, Guillaume. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, donc l'hélicoptère est assez redoutable. Je répète pour quelles raisons? Premièrement, pour détecter les infractions. Deuxièmement, pour les suivre jusqu'à leur terme, pour interpeller le plus sécuritairement possible l'individu, pour caractériser l'infraction, le reconnaître, si d'aventure on n'arrive pas à l'interpeller sur l'instant. Et puis, on a quand même un impact auditif, visuel qui n'est pas à dénier. Ceux-là même qui se plaignent des rodéos voient également ce que l'on peut utiliser et ce qu'on met en œuvre. C'est pas à dénier non plus de faire savoir un petit peu ce qu'on entreprend de faire pour vaincre le phénomène. Et puis oui, on a eu plusieurs exemples où finalement même l'hélicoptère, en se posant au sol avec un fonctionnaire de police embarqué, est parvenu à interpeller un individu qui essayait de planter la moto sur place et de prendre la fuite. Alors, il y a une autre question aussi à laquelle je vais répondre parce que c'est aussi assez intéressant. Comment signaler un rodéo à la police? Alors, pour signaler un rodéo à la police, en fait, il suffit tout simplement de le signaler par une plateforme qui s'appelle moncommissariat.fr, qui bientôt va être transformée en masécurité.fr, englobant services de police et de gendarmerie d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas, si vous constatez un tel rodéo, de le signaler à la police via ces plateformes de signalement qui sont vraiment qui prennent de plus en plus d'importance dans notre accompagnement. Et puis la dernière question, c'est elle est non des moindres. Et c'est pour ça ça sera la dernière, et je pense que vous comprendrez pourquoi. Quel est l'accompagnement psychologique pour les policiers victimes de refus d'obtempérer? Alors justement, Guillaume, tu as été confronté à cela. Je voudrais juste rappeler qu'on a des gros dispositifs qui sont gérés par la direction RH en fait de la police nationale, de la compétences et des ressources humaines de la police nationale, qu'il gère un dispositif de policiers victimes avec des plateformes d'écoute H24, mais également des soutiens psychologiques. Est-ce que tu veux en dire deux mots justement, Guillaume, puisque tu as été confronté à ça récemment? Oui, donc on utilise les services très efficaces et qui ont fait leur preuve maintenant depuis longtemps des psychologues de notre réseau police, hein, du soutien opérationnel comme on l'appelle, et qui prennent en charge immédiatement le fonctionnaire, comme ça a été le cas pour nous, qui a été blessé, prend en compte immédiatement ses collègues qui ont été quand même particulièrement choqués de voir leurs collègues de bord être percutés par un véhicule. Et ça, c'est pour les interventions à chaud et un peu faire circuler et libérer la parole dans l'instantanéité à chaud. Et ensuite vient un temps soit d'accompagnement dans la durée quand le traumatisme est plus profond. Et également quelque chose de très intéressant, c'est les retours d'expérience qu'on fait, où on débriefe la situation comme on l'a vécu avec tous les interlocuteurs qui y ont participé, et à la fois de nouveau de faire circuler la parole, mais l'intérêt de le faire à froid, c'est de tirer les enseignements de ce qu'on a fait, peut-être mal fait, il faut l'assumer aussi, et essayer de s'améliorer techniquement et stratégiquement pour la suite.
Je sais qu'il y a parfois des inquiétudes à faire appel à ces dispositifs d'accompagnement psychologique, mais je pense que c'est très important justement de ne pas garder les choses pour soi et de ne pas s'en tenir qu'au débriefing entre collègues qui parfois peut être pas suffisant. Avant le mot de la fin, Mélanie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à notre thème du jour, refus d'obtempérer et rodéo? Non, pas forcément. Tout va bien? Tout va bien. Bon, on continue? On continue, on va faire ça. Ouais. On continue l'action. On continue l'action. Non, c'est vrai qu'à chaque collègue, hein, soyez vigilants. Chaque intervention, elle est différente. L'homme devant vous, il sait très bien comment il va agir. Nous, on doit faire avec ça. Donc, vigilant sur chaque intervention. Prenez pas de risques. Parce que même si on veut l'avoir, on l'aura une prochaine fois ou à un autre moment. Merci Mélanie. Eh bien, du coup, ça sera le mot de la fin. Alors, vraiment, en clair, je vous remercie tous de vous être connectés, d'avoir posé des questions qui sont... On a toujours peu de temps pour y répondre, mais ça nous fait vraiment... Ça nous tient à cœur de pouvoir vous répondre en direct de manière aussi précise et avec nos experts. Donc, on se retrouvera dans un mois pour un nouveau live en clair avec nos experts pour vous répondre sur une autre thématique. Merci encore.